il faut quand même avoir une sacrée force de caractère pour arriver comme ça devant 60 000 personnes qui, de toute évidence, veulent la victoire de votre adversaire. Et je me faisais huer dans les rues, mais ça m'était égal parce que je savais que c'était moi qui allais l'emporter. Ouais. George Foreman, bonsoir. Donc on va raconter votre fabuleuse histoire, la légende de Foreman, une vie extraordinaire. Vous êtes né le 10 janvier 1949. Moi, je suis né le 6 janvier, donc on n'est pas loin, 49, la même année. On a le même âge, à 4 jours d'intervalle tous les deux. Alors, vous êtes né à Houston, j'essaie de nous mettre copains avec lui. Vous êtes né à Houston, Texas, dans le quartier le plus chaud de la ville, qui s'appelle Travis County. Et dès votre plus jeune âge, George Foreman, vous êtes un teigneux. Hein. Dès votre plus jeune âge, vous sentez que vous êtes né pour vous battre. Hein. À l'école, vous tapiez sur les autres élèves? Non, pas mes copains, simplement mes ennemis, disons. Alors, voilà, au départ, vous êtes un boxeur amateur, niveau moyen, mais votre rage de cogner va vous ouvrir la voie royale jusqu'au titre olympique, catégorie lourd, aux Jeux olympiques de Mexico en 68, vous avez 19 ans, et vous dégagez en 2 rounds le russe Iones Tchepoulis. Voilà. C'est votre première grande victoire. Donc ensuite, vous enchaînez le même type de combat, c'est-à-dire en 2 rounds KO ensuite. 21 des 37 adversaires que vous allez affronter avant Joe Frazier auront la même destinée. Et le 22 janvier 73, vous avez 24 ans, vous combattez pour le titre mondial des lourds à Kingston et vous affrontez le célèbre Joe Frazier. Résultat, KO, comme les autres, dès la 2e reprise. Hein? C'était les 2 plus grands punchers de toute l'histoire de la boxe, Joe Frazier et George Foreman. Ouais. Et lui, il était vraiment Frazier was a puncher. Frazier, il savait puncher. Alors voilà, pareil pour Ken Norton, un an plus tard. Et en octobre 74 a lieu le combat du siècle. Yes, you're right. Le combat du siècle, George Foreman contre Mohamed Ali, organisé au Zaïre à la demande de Ali. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mohamed Ali avait été déchu de son titre en 67, titre de champion du monde, parce qu'il s'était converti à l'islam. Et il avait refusé de prendre les armes contre le Viet Cong. Ouais. Il avait dit je n'ai rien contre les Viet Cong, aucun ne m'a jamais traité de sale nègre. Donc il n'avait pas envie d'aller se battre contre eux. Voilà. Alors vous êtes reçus à l'époque, Mohamed Ali et vous, par le président Mobutu, et se presse à Kinshasa. Le monde entier, quoi. Il y avait James Brown, il y avait Norman Mailer qui en a fait un bouquin, enfin, tout le monde est là. Le film. Ouais, et le film When We Were Kings. C'est le plus beau documentaire jamais vu sur le sport. Alors, à ce moment-là, vous êtes blessé. Une blessure vous oblige à reporter le match de 2 mois. Quelle était la blessure dont vous souffriez à l'époque, avant le combat? Je me suis coupé accidentellement pendant que je m'entraînais. Il a fallu. C'était une cicatrice qui a pris un certain temps. Ah oui, d'accord. Alors, 1 mois à s'observer, à se défier, à s'insulter avec Mohamed Ali, donc une pression psychologique qui monte très fort. Et le 30 octobre 1974, 60 000 Zaïrois sont dans le stade olympique et ils crient tous « Ali Bomaye », « Ali Bomaye », ce qui veut dire « Ali, tue-le ». Ça devait être terrible pour vous, non? Moi, je savais que j'allais le tuer, lui, je n'étais pas trop inquiet. Il faut avoir... Quand il criait Ali Bomaye, c'est moi qui vais le tuer. Yeah. But, il faut quand même avoir une sacrée force de caractère pour arriver comme ça devant 60 000 personnes qui, de toute évidence, veulent la victoire de votre adversaire. C'est vrai, mais enfin, j'avais eu tout un défilé de chaos derrière moi et je me faisais huer dans les rues, mais ça m'était égal parce que je savais que c'était moi qui allais l'emporter. Ouais. Alors, effectivement, le peuple zaïrois préférait Mohamed Ali parce qu'il avait une conscience politique, parce qu'il défendait les Noirs, il avait voulu que le combat ait lieu en Afrique. Vous étiez largement favori, bien entendu, mais les gens, vous étiez un petit peu le bad boy, vous, par rapport à Mohamed Ali. Vous étiez le mec qui était là pour l'argent, quoi, d'une certaine façon, non? C'est vrai, je suis allé uniquement pour l'argent, rien de plus, et pour faire une leçon à Mohamed Ali. Ouais.
Alors, un film a été tourné, un documentaire magnifique a été tourné sur ce combat et les jours qui l'ont précédé et suivi. Il s'appelle When We Were Kings. I want the man. Yeah, when I get to Africa, we gonna get it on because we don't get along. I don't like him. He talks too much. Beg your pardon? You would continue boxing even if you would lose over there. I beg your pardon? You don't think about losing? No. Thank you. Nice talking to you. But very powerful hooks with both hands. Left hooks and what would really be a good twist left. The combination by Ali lands in the head of Foreman. Foreman with that right hook. Ali shot a good pass. A good right. Backs up Foreman. Another sneaky right hand. This time he worked over the shoulder of Foreman. This is the combination. Voilà, When We Were Kings, ça s'appelle. Voilà. KO à la 8e reprise, et lorsque sonne le gong à la fin du compte de l'arbitre, le tonnerre se met à gronder sur Kinshasa, la pluie se met à ruisseler sur la ville, et Mohamed Ali fait le mariole, et il fait le tour comme ça du ring en disant « Je vous avais bien dit qu'il ne savait pas encaisser ». Et vous, vous dites « C'est comme si Ali avait tué ma vie ». C'est vrai. C'est-à-dire que quand on a été champion du monde et qu'on perd son titre, on a l'impression d'avoir perdu sa vie, qu'on n'est plus un homme. Alors, un jour, on est le roi, le lendemain, on n'est plus rien du tout. Ça n'était pas très agréable. Qu'est-ce que vous avez fait après le match? C'est-à-dire que je suis allé me calmer chez moi. J'étais quand même un peu crevé après le match. C'est comme si je m'étais fait agresser. J'avais gagné de l'argent, mais je me suis fait quand même taper dessus. Ouais. Alors, là, vous pétez les plombs. Je ne sais pas si le traducteur va y arriver, mais enfin, vous pétez les plombs, carrément. Dans les 30 jours suivants, vous vous tapez 30 femmes, hein, c'est-à-dire que vous devenez comme ça, voilà. Vous dépensez dans cette période 3 millions de dollars. C'est-à-dire que vraiment, vous vous explosez complètement. Vous achetez des grosses bagnoles, c'est-à-dire que dans chaque ville où vous allez, après aux États-Unis, vous achetez des énormes voitures. Enfin, vous êtes devenu un peu fou d'une certaine façon, non? Comment vous avez trouvé toute cette information? C'est bien que vous me le disiez aussi. Non, c'est vrai. Vous achetez une grosse voiture par ville, vous devenez... C'est-à-dire que j'essaie de compenser un peu après cette défaite. Quand on a perdu un titre aussi précieux que champion du monde, on essaie de compenser ça en achetant des trucs. Bien sûr. Mais ça ne marche pas. Hein. Non. Alors vous achetez même un lion et un tigre pour votre ranch. Voilà, là c'était vraiment... Enfin, tout le pognon y est passé, quoi. 15 millions de francs. C'est un petit peu, on peut dire, une sorte de déchéance. Vous refusez à Mohamed Ali sa revanche. En 77, vous remontez sur le ring, vous mettez quand même une tannée à Joe Frazier, mais la même année, lors d'un match perdu, vous voyez du sang qui coule sur votre poitrine, et là, vous êtes persuadé que vous allez mourir. Vous voyez la mort en face, vous dites, ça y est, j'y suis, et à ce moment-là, vous entendez une voix divine. On peut dire ça, c'est-à-dire que toute ma vie, je cherchais la satisfaction que j'avais cherchée à travers la boxe. Et cette nuit, en 67, j'ai eu cette vision. Je sentais tout, partout autour de moi cette divinité, alors que moi, j'étais tout seul. Et je n'étais pas religieux à l'époque. Et ce soir-là, je me suis dit... Peu m'importe si la mort est là, je crois que Dieu existe, et j'ai été tiré du néant. Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé à avoir ce sang couler, j'ai commencé à crier, j'ai dit voilà, Jésus est là en moi. Alors tout le monde croyait que j'étais fou. Ouais. Moi-même, à commencer par moi. Ouais, vous êtes dit, Et puis depuis ce jour, je n'ai fait que faire le tour du monde à raconter cette histoire. Vraiment, j'ai trouvé la paix, la sérénité que je cherchais depuis toutes ces années. Je détestais Mohamed Ali et le reste du monde, mais en fait, je suis parti avec l'amour pour mon prochain. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, vous dites, j'étais comme mort, et j'ai eu le sentiment que Jésus est rentré dans mon corps. C'est exactement ça, c'était cette vision qui m'a pris, et j'étais dans la loge, on m'a récupéré après cette vision de mort qui m'avait envahi, et c'est là que ma vie a changé. Ouais. Alors ce sera votre chemin de Damas, ça sera le début de votre rédemption,
et vous devenez pasteur. C'est une histoire absolument extraordinaire, comment ce grand boxeur devient pasteur. Et désormais, quand vous allez monter sur le ring, George Foreman, ça sera pour aider des jeunes défavorisés. Pendant 10 ans, j'ai arrêté de boxer. Après ce combat, de 77 à 87, je n'ai pas fermé le poing une seule fois. J'ai concentré ma vie sur cette activité de pasteur. Mais après, il me manquait d'argent pour travailler avec les jeunes, donc il fallait que je mobilise des capitaux. Et je savais que pour le faire, il fallait que je redevienne champion du monde. Et je suis retourné à la boxe. Mais cette fois-là, j'étais un homme nouveau. C'est-à-dire que je ne frappais jamais avec colère. Alors, vous avez suivi un régime draconien à ce moment-là, c'est-à-dire que vous êtes monté jusqu'à 102 kilos, c'est ça? Oui. Mais je suis beaucoup plus petit que lui. Hein. Oui, vous faites quand même 1m80, vous, non? Oui, mais quand même, à côté de lui. À côté de lui, je suis un nain de jardin. Et lui George Foreman, il a pesé jusqu'à 140 kilos, hein. C'est énorme. Hein. Et là, vous avez fait un régime draconien à 42 ans. Vous donnez un mal de chien, vous faites du jogging. Qu'est-ce que vous avez fait pour perdre ce poids? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le régime de Karl Lagerfeld. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire un régime, à manger moins. C'est-à-dire que sauter des repas. Effectivement, j'ai fait des kilomètres, je courais, je sais pas, 20 kilomètres par jour. Il fallait que je redevienne champion poids lourd du monde. Alors, vous battez contre Holyfield, à l'époque vous avez 42 ans, hein. Vous perdez mais au point, et il faut dire qu'Holyfield à l'époque était quand même champion du monde. Et alors, chose extraordinaire, à 45 ans, vous redevenez champion du monde, à 45 ans, contre Michael Moorer, voilà. C'est vrai, c'était très important pour moi de reconquérir ce titre. Je me suis dit que lorsque Mohamed Ali, au 7e round, m'avait demandé « Alors, t'es mort, Georges, ou pas ?» Et j'avais plus rien en moi. Et 20 ans plus tard, quand Michael Moore m'a demandé si c'était tout ce que j'avais en moi, et j'ai dit non, il m'en reste encore beaucoup à te donner. George Foreman. Voilà, George Foreman, c'est la plus grande distinction. La plus grande distinction qu'on peut recevoir dans cette émission, c'est le triomphe romain. C'est réservé à quelques-uns. Il faut avoir été champion du monde de boxe, je préfère le dire. Voilà. Alors désormais, vous êtes pasteur, boxeur, et vous représentez un produit qui marche très très bien, qui s'appelle le George Foreman Grill. Alors il a trouvé une idée, ça vous plairait. Il a trouvé une idée très simple, c'est de mettre un grill incliné, au lieu de le mettre comme ça, ce qui fait que la graisse coule, et tu ne manges pas de graisse. Et vous êtes devenu le... C'est bien comme idée, non? Génial. Ouais. Eh oui. Les idées les plus simples, c'est les meilleures. Ben voilà. Et donc ça marche très très bien dans le monde entier. Et vous êtes désormais donc le représentant de ce produit dans le monde, c'est ça? C'est exact. C'est-à-dire que j'essaie maintenant d'être champion du monde poids lourd, mais à 55 ans, je ferai un nouveau comeback. Il faut que je sois encore en meilleure forme. Et j'ai ce grill-là que je montre à tout le monde qui explique comment rester en forme, quel que soit votre âge. Tout dépend de ce qu'on recherche dans la vie. Et ce grill vous permet de rester jeune. Et voilà. Est-ce que vous connaissez Où est Sand, George Foreman? Alors, comme je suis un garçon extrêmement courageux, je vais faire l'interview suicide. George Foreman, quand vous redevenez champion du monde à 45 ans, le combat était truqué, non? Ok. George Foreman, vous croyez qu'on se souviendra de vous comme champion du monde ou comme marchand de grill? Non. I don't want to bother you. I'm just asking questions. George Foreman, quand vous êtes devenu pasteur, c'était pour garder l'argent de la quête? Bon, on arrête. Non, je préfère arrêter. Non. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.